Il existe des histoires qui ne se murmurent qu'à voix basse, des récits enfouis dans les interstices d'un système que l'on croit inébranlable, des histoires qui ne commencent pas dans l'ombre d'un réseau mafieux ou dans les couloirs d'un palais politique, mais dans le silence méticuleux d'un esprit solitaire. Pendant près d'une décennie, la sécurité sociale française, ce pilier de la solidarité nationale, cette machine colossale censée protéger chaque citoyen, a été la cible d'une fraude d'une ampleur si déconcertante que même ses gardiens les plus aguerris n'avaient rien vu venir. Ce n'était pas une cyberattaque massive, ce n'était pas un cartel organisé, c'était l'œuvre d'un seul homme, un homme sans visage connu, un homme qui connaissait les failles, non pas en les découvrant, mais parce qu'il les avait habitées, un esprit méthodique, invisible, qui a su faire plier une institution conçue pour ne jamais tomber. Cette histoire, c'est celle d'un système bâti sur la confiance et d'un individu qui a choisi d'en révéler la fragilité. C'est l'histoire du cerveau derrière la plus grande arnaque de la sécurité sociale. Pour comprendre cette fraude, il faut d'abord comprendre ce qu'est la sécurité sociale française. Née en 1945, dans un pays encore marqué par la guerre, elle incarne une promesse collective, celle d'un filet protecteur tendu sous chaque citoyen. Santé, retraite, prestations, chaque mois, des millions de Français versent une part de leurs revenus dans une caisse commune, en échange d'une protection qui ne dépend pas de la fortune ou du statut, mais de l'appartenance à une communauté nationale. Au fil des décennies, ce système est devenu une machine gigantesque. Des milliards d'euros circulent à travers un réseau complexe d'organismes, de fichiers et de procédures héritées d'époques différentes. Certaines bases de données ont été conçues dans les années 80, d'autres modernisées à la hâte au début des années 2000, sans toujours parler le même langage. Entre elles, des ponts fragiles et des angles morts. Ce colosse repose sur un socle invisible mais fondamental, la confiance. Confiance dans les déclarations des médecins, confiance dans l'authenticité des dossiers, confiance dans le fait que personne n'aurait l'audace ni les moyens de manipuler une structure aussi tentaculaire. Mais chaque système, aussi solide soit-il, possède ses fissures, des identités oubliées, des comptes jamais désactivés, des délais d'actualisation qui laissent des espaces de quelques jours, parfois quelques semaines, des interstices si fins que personne ne les regarde vraiment, personne, sauf un homme. On ne sait presque rien de lui, ni son vrai nom, ni son visage, ni même s'il a agi seul du début à la fin. Dans les rapports internes, on l'appellera le fantôme, parce que pendant des années, il a su évoluer dans les failles du système, sans jamais laisser la moindre trace exploitable. Les enquêteurs ont retracé un fil ténu, une ancienne mission d'informaticien dans un service hospitalier, au début des années 2000, un poste temporaire, mal payé, dans une administration en pleine transition numérique. C'est là qu'il aurait observé, jour après jour, le fonctionnement interne de la sécurité sociale. Il a vu les serveurs vieillissants, les fichiers qui ne se synchronisent pas, les identités inactives, jamais désactivées, les délais où plus rien ne bouge. Là où la plupart ne voyaient qu'une inertie bureaucratique, lui y voyait un plan. Ce n'était pas un hacker classique, enfermé dans une chambre sombre, entouré d'écrans clignotants. C'était un homme discret, méthodique. Il connaissait la langue de la machine parce qu'il l'avait parlé de l'intérieur. Un collègue de l'époque, interrogé des années plus tard, se souvient. Il était calme, presque effacé, mais quand il parlait des systèmes, c'était avec une précision glaçante. Il disait souvent « Si je voulais, je pourrais faire s'effondrer tout ça ». On riait, on pensait qu'il exagérait. Il n'exagérait pas, car dans les années qui suivent, il disparaît des radars administratifs. Plus de contrats, plus de traces publiques, mais en silence, il commence à assembler les pièces d'un puzzle que lui seul est capable de voir dans son ensemble. Il collecte des bases de données publiques, explore les registres d'état civil, identifie les identités dormantes, les comptes inactifs, les espaces entre les lignes. Il n'a pas besoin de forcer la porte. Il sait déjà où la serrure est rouillée. L'arnaque ne commence pas comme une explosion, mais comme une fuite lente et silencieuse. Au début, il n'y a qu'un dossier, une identité oubliée, celle d'un homme décédé, mais dont le numéro de sécurité sociale n'a pas encore été désactivé. Le fantôme la réactive dans les systèmes internes, comme on rallume une lumière dans une pièce abandonnée. Il crée une adresse, un compte bancaire et fait apparaître une première feuille de soins. Rien d'extravagant,
une simple consultation médicale suivie d'une petite analyse. Montant, quelques dizaines d'euros. Le remboursement passe sans encombre. Aucune alerte, aucun signal. Car aux yeux du système, tout est cohérent. Fort de ce succès, il recommence. Un deuxième dossier, puis un troisième. Des identités de retraités décédés dans des villages isolés. Des personnes inactives depuis des années. Des fantômes administratifs qui n'intéressent plus personne. Chaque profil est réactivé avec soin, comme un pion placé sur un échiquier invisible. Ce qui rend sa fraude si redoutable, c'est qu'il ne falsifie rien de grossier. Les feuilles de soins sont parfaitement crédibles. Les noms de médecins sont réels, souvent récupérés dans des bases publiques. Les actes médicaux suivent des schémas statistiques normaux, une prise de sang tous les 3 mois, une visite annuelle, quelques analyses ponctuelles. Il reproduit la vie médicale sans la vie. Et surtout, il ne concentre jamais l'argent au même endroit. Chaque identité possède son propre compte bancaire. Des comptes ouverts avec de faux papiers, parfois via des intermédiaires, souvent dans de petites agences où les contrôles sont moins stricts. L'argent est ensuite morcelé, déplacé, disséminé dans un enchevêtrement de transactions qui brouille toute piste. Entre 2013 et 2015, le nombre de dossiers actifs explose lentement. 10, puis 100, puis plusieurs centaines. Chacun d'eux génère quelques centaines d'euros par mois. Des sommes modestes, disséminées dans une mer de millions de transactions quotidiennes. Mais ensemble, ces petites fuites deviennent un torrent invisible. Il met en place des automatismes, des scripts informatiques rudimentaires qui remplissent les formulaires en ligne, envoient les demandes au bon moment, respectent le calendrier exact des remboursements typiques. Les serveurs de la sécurité sociale ne voient pas une fraude. Ils voient un patient comme les autres. Pendant ce temps, personne ne remarque rien. Les contrôles sont échantillonnés, les alertes ne sont déclenchées que sur des anomalies massives, pas sur des milliers de microtransactions parfaitement banales. Et les comptes appartenant à des personnes décédées sont rarement désactivés dans les temps. Parfois, il faut des mois, parfois des années. Entre 2016 et 2019, le fantôme atteint le sommet de son opération. Plus de 1800 identités actives, des centaines de comptes synchronisés, un flux financier estimé à plusieurs millions d'euros détournés en tout. Le plus impressionnant, il ne laisse aucune signature numérique directe, pas d'IP récurrente, pas d'ordinateur fixe, pas de localisation stable. Il agit comme une ombre qui ne touche jamais 2 fois le même endroit. À ce stade, il est partout et nulle part. Une mécanique parfaite, alimentée par la lenteur administrative et la confiance aveugle dans les rouages d'un système qui se croit invulnérable. Mais comme toute mécanique, il suffit d'un grain de sable pour enrayer la machine. Pendant des années, l'arnaque se déroule à ciel ouvert, noyée dans la masse. Mais en 2019, une mise à jour technique anodine va tout faire basculer. La sécurité sociale déploie une nouvelle plateforme pour la vérification des paiements. Une mise à jour est effectuée pour la procédure de remboursement des soins. Pour des millions de personnes, l'opération se déroule sans accroc. Mais un jour, dans une petite agence locale, un agent remarque une notification étrange. Un compte lié à une identité signalée comme décédée depuis plus de 10 ans est mis à jour et est prêt pour recevoir ses remboursements. L'alerte est transmise à un service régional, puis classée. Rien de spectaculaire. Mais quelques jours plus tard, une autre alerte identique survient. Puis une troisième, puis 10, toutes liées à des identités dormantes, réactivées en silence. Ce qui n'était au départ qu'un détail administratif devient une anomalie statistique. Des enquêteurs spécialisés en fraude commencent à croiser les données. Ils repèrent un motif discret, des remboursements réguliers, de faibles montants, toujours parfaitement conformes aux pratiques médicales, mais concentrés autour de comptes bancaires qui partagent une même architecture. Une cellule mixte est formée dans l'urgence, CNAM, gendarmerie, Tracfin. Leur mission, comprendre qui se cache derrière cette toile invisible. Pendant des semaines, ils plongent dans les données, des dizaines de milliers de transactions sont décortiquées, recoupées, géolocalisées. Ce n'est pas une enquête classique. Pas de suspect connu, pas de visage à afficher sur un tableau, juste des chiffres et une ombre. Mais peu à peu, des traces apparaissent. Des comptes bancaires ouverts dans des petites villes du sud de la France, des adresses répétées sur des formulaires en ligne, des connexions sporadiques, toujours via des réseaux publics ou des bornes partagées. L'enquête devient une chasse à un fantôme numérique. Chaque détail mène à une impasse, sauf un ordinateur dans une bibliothèque municipale, utilisé à intervalles réguliers pour accéder à des comptes d'assurés décédés. Les caméras de surveillance révèlent une silhouette indistincte, casquette, manteau long,
long, regard toujours baissé. À ce moment précis, les enquêteurs comprennent qu'ils ne traquent pas un réseau, mais un seul homme. Un homme qui a réussi à se dissimuler dans la routine d'un système qu'il connaît mieux que quiconque. Une traque silencieuse commence alors, faite de filatures discrètes, de surveillance numérique et de patience. Le fantôme ignore encore que la machine, cette fois, s'est retournée contre lui. Après plusieurs mois d'investigation silencieuse, la cellule spéciale parvient à remonter la toile jusqu'à une petite commune paisible du sud de la France. Rien n'y attire l'attention. Des rues étroites bordées de platanes, des façades claires, le genre d'endroit où tout le monde croit connaître tout le monde. Mais derrière les murs d'une modeste maison pavillonnaire se cache le cerveau de la plus grande fraude sociale jamais enregistrée dans le pays. À l'aube d'un matin d'octobre, les forces de l'ordre encerclent la propriété. Pas de scène spectaculaire, pas de course-poursuite. Le fantôme est arrêté sans résistance. L'homme est calme, presque vide, comme s'il savait que le jeu touchait à sa fin. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent un univers glacé par sa méthode. Des ordinateurs démontés, des disques durs cryptés, des routeurs bricolés, soigneusement rangés dans des caisses, des téléphones bon marché, tous réinitialisés après usage. Mais surtout, un carnet, un simple cahier à spirale, posé sur une étagère presque banale. À l'intérieur, la cartographie complète de l'arnaque, des listes manuscrites d'identités réactivées, des schémas de flux financiers, des codes, des rappels, des dates. Un mélange entre un journal intime et le plan d'une opération militaire. Ce carnet devient la pièce maîtresse de l'enquête. Il raconte ce que les serveurs informatiques ne pouvaient pas révéler, la pensée derrière le crime. Mais le plus troublant, c'est l'homme lui-même. Durant les interrogatoires, il ne dit rien, pas un mot sur ses motivations. Pas d'idéologie, pas de revendication, pas de confession dramatique, juste un silence dense, presque philosophique. Certains enquêteurs pensent donc qu'il voulait prouver qu'il était plus intelligent que le système. D'autres évoquent une vengeance froide, après un licenciement ancien. La vérité, elle, reste enfermée derrière ses yeux impassibles. Dans les semaines qui suivent, les médias s'emparent de l'affaire. Mais malgré les gros titres, l'identité du fantôme est gardée secrète. Pas de visage public, pas d'histoire personnelle racontée, comme s'il devait rester ce qu'il avait toujours été, une ombre dans les failles d'un géant. L'arrestation du fantôme ne clôt pas l'histoire. Elle ne fait que révéler l'ampleur des fissures dans lesquelles il s'était glissé. En tout, plusieurs millions d'euros ont été détournés patiemment, méthodiquement, sur près d'une décennie. Une somme colossale, prélevée non pas dans les poches d'une institution abstraite, mais dans le cœur d'un pacte social. Dans les mois qui suivent, la sécurité sociale lance une vaste opération de modernisation. Des milliers de comptes dormants sont fermés, les systèmes sont mis à jour, les contrôles renforcés. Mais pour beaucoup, le choc est profond. Car si un seul homme a pu exploiter ces failles pendant si longtemps, que signifie réellement notre confiance collective dans ces structures invisibles qui organisent nos vies? Il y a dans cette histoire quelque chose de profondément humain. Ce n'est pas une cyberattaque venue d'un État étranger. Ce n'est pas une bande organisée avec des moyens titanesques. C'est l'histoire d'un homme, seul. Un homme qui a observé les interstices d'un géant et qui, lentement, a appris à y respirer. Un homme que personne n'a vu venir parce qu'il ne correspondait à aucune des figures que l'on s'imagine quand on pense à l'ennemi. Dans les bureaux de la CNAM, certains parlent encore de lui comme d'une légende. Pas par admiration, mais parce qu'il a laissé une empreinte presque mythologique, celle d'une ombre dans la machine, un rappel silencieux que la confiance n'est pas un état permanent, mais un équilibre fragile, qu'il faut constamment reconstruire. Et peut-être que la véritable question n'est pas « comment a-t-il fait ?», mais « pourquoi a-t-il pu le faire aussi longtemps ?» sans que personne ne le voie. Parce qu'au fond, chaque système, aussi grand soit-il, n'est rien d'autre qu'un assemblage d'humains avec leurs routines, leurs oublis, leurs angles morts. Et parfois, il suffit d'un seul regard différent pour que l'invisible devienne une opportunité. Cette histoire n'est pas celle d'un génie du crime ou d'un héros maudit. C'est celle d'un miroir tendu à une société qui pense souvent que ses institutions sont infaillibles. Le fantôme, lui, n'a rien dit. Mais son silence a révélé bien plus que ses mots n'auraient pu le faire.